Ça, je pense que c'est le plus épouvantable. C'est-à-dire que M. Trump ait traité les Haïtiens de tous les noms, enfin, passe encore, il aurait pu dire pire. Le pire, je pense, c'est la réaction de l'État haïtien. Ouais. Je suis tentée de demander, pas à toi forcément, mais à nous tous haïtiens, y a-t-il un État haïtien? Oui, il existe l'État haïtien, mais quand il faut mal faire. Quand il faut voler, l'État haïtien existe. Quand il faut punir, l'État haïtien existe. Quand il faut sanctionner, quand il faut laisser faire des exactions, des meurtres, l'État haïtien existe. Bien entendu qu'il existe. Maintenant, quand est-ce qu'il existe pour bien faire, c'est peut-être là la question la plus importante. Moi, ce que j'ai toujours essayé d'éviter depuis que je fais ce boulot au sein de France Média Monde, c'est d'être vulgairement l'haïtien de service. Parce que moi, je ne suis pas haïtien dans une rédaction, je suis un journaliste qui se trouve avoir le passeport haïtien, mais j'aurais pu. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis de Haïti Inter, bienvenue dans cet espace qu'est le vôtre, c'est-à-dire cet espace où on peut parler d'Haïti, parler aux Haïtiens, parler aux étrangers qui ne connaissent pas Haïti, parler de la culture d'Haïti, parler de tout. Et aujourd'hui, dans cet espace réservé, rien que pour ceux qui sont amis d'Haïti, des Haïtiens, ceux qui aiment leur pays, ceux qui se battent pour ce pays-là, on est là avec un de ces journalistes que vous avez dû voir passer parce que vous êtes devant votre télé sur France 24, que vous avez écouté par le temps sur Vision 2000. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Philomé Robert qui va nous parler de lui, surtout de son livre, de son Haïti chéri et de tous les combats qu'il doit mener sans doute, qu'on ignore peut-être et que vous allez découvrir en même temps. Bonsoir Philomé. Bonsoir Cheita. Comment Bonsoir ça va? Ça va très bien, écoute, ça va très très bien. On se tutoie, on est d'accord? Ah oui. Bah, je pense. Enfin, j'avais zappé qu'on pouvait. Après, je me dis comme. C'est comme vous voulez. Bon, sur ce ton-là, je pense qu'on va partir sur le tu. Hein. Sinon, ça va être raide. Alors, ça va donc? Ça va très très bien. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être là et d'être sur le plateau de Haïti. Ça me fait plaisir. Tu nous disais en off, entre guillemets, parce qu'il y a des off, que c'est compliqué de parler qu'un journaliste parle à un journaliste. Est-ce si compliqué que ça, vraiment? Totalement, parce que comme en plus, quand on se connaît, et puis, je sais pas, moi c'est un exercice qui me paraît toujours assez compliqué que des confrères interrogent des confrères, mais après tout dépend du cadre, tout dépend du milieu, tout dépend aussi de ce qu'on se raconte, tout dépend aussi de la casquette du confrère au bout du bout. Voilà, donc comme je pense, j'ai l'avantage d'être là avec au moins 2 casquettes, donc je sais pas, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Alors, laquelle on va utiliser aujourd'hui, chers amis? Bon, en fait, on va utiliser la casquette de l'auteur, on va utiliser celle aussi du journaliste, mais je pense surtout qu'on va utiliser celle du citoyen haïtien que tu es, parce qu'avant tout, avant d'être ce journaliste, avant d'être l'auteur de ces 2 ouvrages, tu es un Haïtien. Natif natal. Natif natal, qui est concerné par son pays et de tout ce qui englobe ce pays avec ses malheurs et ses bonheurs. Donc, toi comme moi, on va parler d'Haïti, donc ça devrait le faire. En principe. Bon, en principe. Bon, Philomé est avec nous parce qu'il y a 2 ans de cela, on est d'accord, tu as écrit Vagabondage éphémère. Mais avant Vagabondage éphémère, tu avais déjà écrit un livre témoignage, sorti en 2011, si je ne me trompe. Exactement, Exil au crépuscule. Une première édition, une coédition RFI, puis une deuxième édition qui est sortie chez Henri Deschamps en Haïti. Et puis là, je suis en train de travailler sur une 3e édition. D'accord. C'était un livre témoignage, non? Totalement. Et tu continues de témoigner? Oui, parce que l'histoire étant un perpétuel recommencement, on se rend compte que ce qu'on pense être évident, ce qu'on pense être su, connu de la part du grand public ne l'est pas tant que cela. Et je ne sais pas, moi je viens d'avoir 49 ans, il y a une bonne quantité de jeunes
qui ne me connaissent pas. Non pas que je demande à être connu spécialement, attention, mais il se trouve que je suis assez sollicité parfois, qu'on me demande, ben voilà, si tu es haïtien, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je raconte souvent que la question que vous me posez, j'y ai répondu dans un livre qui s'appelle Exil au crépuscule. Et donc, il y a des jeunes qui tombent dessus et qui sont assez édifiés, on va dire, quand ils tombent sur ce texte. C'est comme un procès, cette question. Non, 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 pas du tout. C'est comme je disais, pour nous c'est évident, hein, parce que on est dans un petit milieu, les uns les autres se connaissent, on sait qui est arrivé en France dans quelles circonstances, alors que en dehors de ce cercle, c'est pas forcément évident. Donc les gens ont besoin de poser des questions à des personnes publiques entre guillemets, et dont toi et moi faisons partie. Donc forcément, quand on te pose la question, tu es obligé d'apporter quelques éléments de réponse sans tomber non plus dans une espèce de voyeurisme, mais de donner des clés pour pouvoir comprendre, expliquer qui on est, le parcours, qu'est-ce qu'on fait et vers quoi on va. Ce témoignage d'il y a 11 ans, il est revu et corrigé? Non. Non, non, non. Ce texte n'est... Alors, la première édition est sortie avec une préface, signé Daniel Oyon, que tu connais, de la Maison des journalistes. Et la deuxième édition n'avait pas de préface. Et la troisième édition sera peut-être accompagnée d'une postface. Et rien à voir avec du revu augmenté, corrigé, mais la postface, c'est pour apporter un éclairage supplémentaire après lecture en 2024 ou plutôt 2025. D'accord. Voilà. Et puis 11 ans plus tard, naît, voit le jour, Vagabondage éphémère. Alors, tu es journaliste et tu as voulu, je préfère dire autrement, qu'est-ce qui a été ce besoin d'écrire, de sortir, je ne sais pas si le journaliste était là en écrivant ce roman, mais quel a été ce besoin de vouloir écrire un roman autre qu'un témoignage que tu as pu faire en 2011 en tant que journaliste, pourquoi pas, je dirais, mais quel a été ce besoin? Ce que je peux déjà préciser, c'est que, outre Exil au crépuscule, j'ai participé à une série de livres collectifs en tant que co-auteur, comme Haïti réinventer l'avenir, qui est un livre collectif qui a été publié en 2013, je crois, 2012, suite à un colloque organisé à Genève, un an après le tremblement de terre du 12 janvier. Et le colloque s'intitulait Haïti des lendemains qui tremblent, où il y avait une brochette de personnalités venues de Port-au-Prince pour témoigner en Suisse de la façon dont les choses se sont passées. Et moi, j'ai, dans ce livre-là, Haïti réinventer l'avenir, expliqué la couverture médiatique du tremblement de terre. Et puis, j'ai participé aussi à un autre livre collectif sous la direction d'un sociologue camerounais qui s'appelle Jean-Célestin Edjangé, qui s'appelle Jeunes Africains Caribéens face à l'avenir, dans lequel j'essaye d'expliquer ce à quoi ressemble la trajectoire de la jeunesse haïtienne dans ce tumulte, dans cette tumulte que vit notre pays. Ça, c'est les ouvrages collectifs. Après, je préface. Il m'est même arrivé aussi de postfacer. Et je pense notamment à l'ouvrage de Floyd Moncarnes sur l'année électorale en Haïti. Maintenant, de ce travail-là de journaliste témoin, un peu essayiste, et j'ai basculé effectivement vers le roman. Tu as demandé où était le journaliste. En vérité, il n'a jamais été loin, bien au contraire. Et Vagabondage éphémère, si on fait la différence un peu entre l'écriture journalistique et l'écriture romanesque, on se rendra très vite compte que c'est un journaliste qui écrit. Et, même si, oui, parce que j'essaie de tricher un peu et tout ça, mais après on a un style, on a une patte. Et moi, mon écriture, je la veux vive, je la veux incisive, alerte, mais surtout vive, rapide, et ce qui colle parfaitement avec ce que je fais, à savoir l'information en continu.
Donc, il est vrai que par moments, le texte se pose, il s'enrobe un peu, il roucoule presque, mais en vérité, la tentation de la vitesse revient à chaque fois. Donc le journaliste a toujours été là. Maintenant, le pas vers la fiction, c'est autre chose. Et ce besoin de dire, il a toujours été là, et à un moment donné, il a fallu que ça sorte, mais sous une forme différente que l'essai, que le témoignage, que l'analyse, et d'où le fait que j'utilise la fiction pour raconter cette histoire, celle de Gabriel. Enfin bon, on va poser les personnages. On va entrer dans les détails. Voilà. Alors, Vagabondage éphémère, pour vous qui allez avoir l'occasion de lire ce livre, c'est l'histoire de Gabriel, un Haïtien, et de Consuelo, une Brésilienne, qui s'est trouvée en Haïti parce que son père est diplomate. Et comme par magie, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est de la magie? Ou bien est-ce que l'auteur a fait exprès de nous planter cette rencontre de cette façon-là? Moi je n'y comprends absolument rien. Dans une file d'attente plein de mecs, Consuelo passe et choisit Gabriel. Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'il veut? Et ça veut dire que le destin peut faire des choses. Il n'y a pas besoin de destin. Comment? C'est l'écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux-là se rencontrent, Philomé? D'abord et avant tout, ce sont des personnages de roman. Et comme tous les personnages de roman, ils se doivent d'être excessifs et donc d'avoir un parcours hors norme. Si c'est pour qu'on se raconte des banalités, des histoires purement et strictement ordinaires, ce n'est même pas la peine. En revanche, avoir des histoires ordinaires qui fassent littérature, c'est-à-dire qui dépassent le cadre du banal pour s'inscrire dans une histoire beaucoup plus large, c'est la démarche qui a été la mienne. Il y a le choc de la rencontre, il y a le choc du regard. Après, dans le fil de l'histoire, il a, je pense, peut-être un petit peu plus de chance que les autres. Laquelle chance d'ailleurs qui va payer un peu au prix fort, parce qu'il va se faire insulter comme pas possible. Oh, c'est rien à côté de ce qu'il va Arrête, il ne s'agit que des insultes qu'il va juste oublier. Alors justement, non seulement il ne les oublie pas, tout au moins pas sur l'instant, et puis surtout il le prend très très mal parce qu'il en profite pour dire à Consuelo ce qu'il pense de ses compatriotes, jaloux qu'il ait été choisi, entre guillemets, par elle. Mais au-delà de ça, Gabriel, ce n'est pas quelqu'un que j'ai conçu au hasard, si tu veux. Pour moi, ce personnage, c'était une façon de rendre hommage à cette dizaine de milliers de jeunes Haïtiens, partis, happés, aspirés par l'Amérique du Sud pendant les 15 à 20 dernières années, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Moi, j'ai une expérience à l'aéroport de Port-au-Prince où je viens prendre l'avion pour Paris. Il y a les files qui vont vers le Canada, les États-Unis, etc., qui sont assez fines au final, parce que les vols ne sont pas excessivement remplis. Et puis, il y a ces files-là excessivement fournies de jeunes qui partent vers le Brésil, vers l'Argentine. Et ce qu'il m'avait semblé, c'est que ce que j'ai vu, c'est des jeunes qui voyageaient légers, qui avaient tout au plus un sac à dos. Et c'est des gens dont on pouvait se dire, c'est ce qu'il m'a semblé aussi, qu'ils n'étaient pas en voyage. Ce sont des gens qui partaient pour ne pas revenir, pour ne plus revenir, tout le monde pour ne pas revenir, pas avant un bon moment. Et pour moi, c'était important d'attirer l'attention sur ça, mais non pas dans le cadre d'un travail d'enquête journalistique. C'est pour ça que j'ai essayé de m'appuyer sur la fiction. Gabriel, d'abord et avant tout, est représentatif de cette génération-là. Maintenant, quant à la rencontre, quant à ce qu'il va se passer, etc., c'est de l'ordre du roman. Il y a beaucoup de femmes dans ce roman, Philomé Robert. C'est un... Alors, déjà, sans révéler de secret de fabrication, de toute façon, je ne pense pas qu'il y en ait. Ce que je peux déjà dire, c'est que le texte
est protéiforme. Il a sa propre musique, il a ses propres articulations en fait. C'est comme si c'était un objet vivant. Et en l'écrivant, il y a un canevas, il y a un schéma qui est là, et on se rend compte qu'au fur et à mesure, il faut donner peut-être beaucoup plus de consistance à certains personnages, d'où le fait qu'il y ait cette femme-là qui apparaît au début du livre et qui réapparaît un peu plus tard, on ne dit pas vers où évidemment, et qui a une ossature totalement différente. Et en fait, c'est pas fait exprès que ça soit un livre de femme, mais c'est devenu un livre de femme parce que au bout du compte et compte tenu de la trame, il fallait qu'il soit bien environné, ce garçon Gabriel. Et quoi de mieux, puisqu'il a été biberonné par des femmes, au fond, par Héloïse, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi un personnage presque secondaire, mais qui jouera un rôle dans sa structure, c'est la tante Cyrilia, et puis il y a les rencontres qu'il fera. Et ce n'est pas un livre de genre, évidemment non, mais j'ai pensé que c'était essentiel de donner toute leur place aux femmes qui ont construit ce personnage-là. Maintenant, après, il leur arrive des destins divers, et on ne dit pas ce qui arrive à l'un des personnages au tout début du livre, mais alors on m'a fait le reproche de l'avoir assassiné entre guillemets. Je dis bon, déjà c'est le livre qui a voulu ça, mine de rien, et je pense pas que ce personnage aurait pu avoir un autre destin. Voilà. Et parce que si je l'avais gardé en vie, il aurait fallu trouver une autre trajectoire, une autre direction, ce qui aurait été un peu compliqué. Mais pour résumer, c'est effectivement un livre de femme. Ouais. Alors, tu as évoqué la tante de Gabriel, on ne parle pas de la tante de Philomée, hein. Tu as évoqué la tante de Gabriel, mais plus que sa tante, moi je trouve que c'est Héloïse, la mère, qui va rendre Gabriel la personne qu'il va devenir. J'ai même envie de dire que c'est un être cynique, sous prétexte que Héloïse, d'ailleurs Héloïse est partie tôt, donc c'est pas... Il veut que ça soit Héloïse qui l'ait éduquée d'une certaine manière, en lui apprenant à vagabonder, à lui dire de ne pas s'attacher. C'est cette impression qu'il me donne. C'est tout le temps Héloïse qui dicte ses trajectoires, parce qu'il en a des trajectoires. Et pourtant, c'est Héloïse qui l'a formé. C'est un... Pour schématiser, c'est un fils à sa mère, en quelque sorte. Et même si dans le livre, il y a aussi d'autres enfants sur lesquels je passe à pieds joints, parce que là encore, ça aurait densifié les situations, mais Gabriel n'aurait pas été ce qu'il a pu être sans les leçons, les instructions de sa mère, qui elle-même, une espèce de phénomène de la nature, et qui regarde droit devant elle, et qui n'hésite pas à se lever quand il le faut, même si, là encore, quand elle se fait torturer par un gars des forces armées d'Haïti, personne ne lève le petit doigt pour la défendre. Et on me dira que je fais Gabriel avoir la dent dure vis-à-vis de ses compatriotes. Encore une fois. Et c'est un personnage de roman, mais je ne vais pas me cacher derrière ça en vérité, puisque pour moi ce livre s'inscrit dans une forme de littérature du réel. C'est-à-dire Gabriel, c'est un personnage de fiction, mais l'ambassade du Brésil est bien réelle. Pour l'anecdote, je ne sais absolument pas où c'est l'ambassade du Brésil à Port-au-Prince. Vous l'enlèverez au montage. Et tout ce que j'ai essayé d'écrire, de faire vivre à Gabriel, ce sont des choses qui m'ont profondément marqué ou touché. Maintenant, si la question qui va arriver, c'est est-ce que Gabriel c'est moi? Non, ce n'est pas moi. Soit dit en passant, mais c'est un personnage dans lequel j'ai mis beaucoup de moi, évidemment. De toute façon, on écrit
que sur ce qu'on connaît, que ce qui nous touche, ce qui nous parle. Il a répondu à la question. Il a anticipé, c'est le rôle du journaliste. Hein. Il fait la question qui doit être la suivante. Non, parce que comme le livre est écrit à la première personne, pour petite anecdote, et au hasard d'une lecture, je ne me rappelle plus trop où, il y a quelqu'un qui est venu me dire c'est très très bien, c'est touchant, et puis la mort de votre maman, c'est terrible quand même, je suis de tout cœur avec vous, etc. Bon, je dis merci beaucoup, ça me touche énormément. Sauf que c'est pas ma mère, parce que ma mère, à l'époque, elle était en bonne santé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais ma mère est vivante, heureusement d'ailleurs. Et Héloïse n'est pas ma mère. En revanche, Héloïse est représentative d'un certain nombre de femmes, et notamment une que j'ai pu croiser, et qui était tellement virevoltante, et à un moment donné, je me suis dit, si jamais je devais écrire une fiction, cette personne-là, il y aura sa place. Bon, en fait, Philomé, le fait que quelqu'un puisse identifier ces personnages que tu as créés, je ne dirais pas de toutes pièces, puisqu'on part toujours de quelque chose, que cette personne puisse identifier la maman de Gabriel à la tienne, c'est la preuve que ton roman, quand même, je ne sais pas si tu voulais que ça se passe comme ça, en tout cas. Non, c'était pas voulu, mais petite anecdote encore, il n'y a pas longtemps, j'étais à Montréal et je tombe sur c'est une personne publique. C'est le député Franz Benjamin, qui est député d'une circonscription de Montréal, la circonscription de Viau, qui devait animer une causerie autour du livre et qui me dit le père de Gabriel me rappelle très très fortement le mien. Parce que mon père était maçon. Et comme le père de Gabriel, mon père était un homme de peu de mots. Mon père était un taiseux. Et le tien, Philomé? Chapeau. Et le tien? Le mien de père, je l'ai perdu très jeune, j'avais 7 ans. Et, quand mon père est mort, et j'ai très très peu de souvenirs, pour ne pas dire zéro souvenir de mon père. Et voilà. D'accord, bon, ok. Donc ta mère ne t'a pas expliqué qui il était? Et on a, enfin, à part quelques... On n'est pas une famille dans laquelle on est très causant, et puis la question ne s'est jamais posée. Mon père est mort, et pour ma mère, c'est un homme bien sous tout rapport, qui est parti très tôt, et puis ça s'arrête là. Après, j'ai pas de photo de mon père, par exemple. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Peut-être que tu lui ressembles un peu? C'est ce qu'on m'a dit. Mais bon, après, il n'y a rien pour le prouver. Bon, écoute, c'est pas très grave, je dirais, si tu n'as pas quelque chose pour prouver ça, mais tout ce que tu sais, c'est que tu sais qu'il était ton père et sans doute qu'il t'a aimé très fort. Oui. Voilà, ça c'est ce qui compte. Pour le reste, on ne pourra pas refaire le monde. Les 7 seules années que nous avons vécues ensemble, j'ai eu beaucoup d'amour de la part de mon père. Ouais. Je me suis dit, partout où on va avec les personnages de ce roman, c'est pas qu'on est dans l'irréel, mais on est dans la... Je dirais pas misère. C'est pas forcément le fait de ne pas avoir à manger que c'est la misère. Ah non, on parle de misère humaine. On parle de misère humaine, on parle de détresse, au pluriel. Mais tu penses que c'est ça vraiment le monde ou bien... Oh là là, Tcheita, ça c'est la question piège. Et évidemment que non, il n'y a pas que ça. Mais le monde est aussi une bonne partie de ça. On va quand même pas se raconter de blagues. Et moi, dans le métier que je fais pour vivre, l'info en continu, je raconte que des horreurs. Et parce que le monde est fait d'horreurs. Nous sommes en train d'en vivre là plein. Et on n'est pas sorti de l'auberge, bien au contraire, et je ne suis pas un prophète de malheur. De toute façon, il faut juste prendre le temps de s'arrêter sur les éléments de la réalité pour voir que les choses vont aller de mal en pis, et pas au sens biblique ou prophétique du terme. On parle du réel. Et maintenant, comme je l'ai dit, j'ai pas voulu une espèce d'écriture feel good. Pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Même si, quand même, je pense qu'il y a quelques
quelques lumières. Ouais, parce que je me disais, même Paris qu'on présente comme ville de lumière, mais c'est apocalyptique. Il y a quelques lumières. Le fait qu'à un moment donné, Gabriel, par exemple, se fasse réprimander de belle manière par l'ami Amidou, le Sénégalais, par exemple. On va parler aux journalistes à présent, sans que le journaliste soit si différent que ça de l'auteur. Philomène Robert, on vient d'évoquer le nombre d'années depuis que tu exerces. Et en France, je dirais en France, parce qu'avant la France, on t'écoutait à Vision 2000. Maintenant en France, on te regarde donner les informations. Est-ce qu'il t'arrive, quand on parle d'Haïti, quand tu dois parler d'Haïti dans ton journal, est-ce qu'il t'arrive d'être frustré parce que il faut aller vite, parce qu'il y a une ligne éditoriale, parce que la réalité haïtienne est tellement complexe qu'il faudrait prendre du temps pour l'expliquer aux gens parce que c'est toujours à la surface. Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es un journaliste qui peut se dire, certes je travaille, certes j'informe les gens en dehors des horreurs que tu présentes, hein, mais que tu aurais aimé avoir du temps pour parler de ton pays à ceux-là qui reconnaissent très peu? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse dans la question que tu as posée. Et frustré, non. Et on n'est pas là pour ça. En revanche, il peut arriver que on sente qu'on n'ait pas suffisamment de temps, justement, pour aller peut-être un tout petit peu plus au fond des choses. Et s'agissant d'Haïti, mais une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler le cadre global. Hein. France 24, c'est une chaîne d'information en continu et qui traite de l'actualité mondiale avec, bien entendu, un focus sur les grands sujets du moment. Et quand, par exemple, on a la possibilité de s'arrêter de manière froide sur un sujet, un pays, n'importe, enfin, focus, un reportage, un billet autour, enfin bon. Et moi, ce que j'ai toujours essayé d'éviter depuis que je fais ce boulot au sein de France Média Monde, c'est d'être vulgairement l'haïtien de service. J'ai toujours évité ça parce que moi, je ne suis pas haïtien dans une rédaction, je suis un journaliste qui se trouve avoir le passeport haïtien, mais j'aurais pu être vénézuélien, allez savoir, je n'ai pas choisi, mais bon, je suis haïtien et fier de l'être. Et donc, je n'ai pas de traitement particulier d'Haïti à avoir par rapport à un autre sujet. Maintenant, ce que j'essaie de faire, quand c'est possible, c'est d'apporter mon expérience et mon éclairage et sur un certain nombre de situations. Je pense très précisément, par exemple, au tremblement de terre de janvier. Et ça s'est passé un mardi soir ici. Et le mercredi, je suis parti sur les antennes de RFI et de France 24 pour expliquer un peu notre rapport à ce type de catastrophe naturelle. Est-ce qu'on était préparé? Est-ce qu'on en avait entendu parler? Est-ce que l'habitat était construit pour, des choses comme ça? Il n'y a que moi, à ce moment-là, qui pouvais faire ce travail-là. Et maintenant, quand il s'est agi de raconter l'arrivée de l'aide internationale, il y en a, pour moi, c'était de l'ordre du témoignage. C'était pas tant ça. Le plus compliqué, en fait, c'est donner à voir la complexité de la situation d'un pays comme Haïti dans les formats qui sont les nôtres. 1 minute et demie, par exemple, pour un sujet brut, factuel, par exemple. C'est assez compliqué. Donc, j'aurais aimé parfois avoir plus de temps, mais en même temps, je ne suis pas l'haïtien de service, je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas une voix autorisée, je ne suis pas le porte-voix d'Haïti, mais quand, par exemple, j'entends que, je ne sais pas, le Premier ministre a reçu mandat, je précise tout de suite qu'en Haïti, par exemple, le Premier ministre n'est pas élu, des choses comme ça. Et, mais
c'est pas sur une chaîne d'information en continu, dans un bulletin de 15 minutes, qu'on va avoir la profondeur de champ qu'on recherche. Faut pas... Même si tu veux pas être laïcien de service, mais peut-être que tu aurais aimé pouvoir développer. Moi, quand par exemple j'en ai la possibilité, j'essaye d'apporter mon expérience en plus de la dépêche. D'accord. Voilà. Je vais te donner un exemple. Récemment, là c'est encore d'actualité puisque on a les élections aux États-Unis et il y a Donald Trump qui est en roue libre, qui a toujours été en roue libre et qui parle des Haïtiens qui mangent des chiens. Bon, toi, tu es un journaliste. En plus, tu es un citoyen du monde, certes, mais tu es aussi et surtout un Haïtien qui connaît très bien et son pays et qui connaît un peu beaucoup son peuple. On sait très bien qu'aucun Haïtien n'accepterait, sauf s'il ne le sait pas, de manger du chien. Et que tu es obligé de donner cette information dans un de tes bulletins. Comment tu présentes cette chose, Philomé? Là, tu me dis que tu n'es pas frustré, tu ne veux pas te service. Comment on aborde ça? Déjà, pour l'anecdote, quand ce truc est sorti, moi j'étais au Canada. T'avais dû échapper. J'étais pas là, donc j'étais à Montréal et à Ottawa pour des rencontres dédicaces autour de vagabondage éphémère, et donc j'ai pas eu à raconter ça. Maintenant, après, sur le fond, si j'avais été là, déjà la première chose à pas faire, c'est de commencer à sauter au plafond et à crier au scandale, etc., et de effectivement devenir l'espèce de braillard, de criard. Non, c'est le truc à pas faire. Et maintenant, après, dans le traitement de ce truc-là, de cette information-là, moi, j'aurais, j'aurais fait mon boulot, à savoir dire que Donald Trump, qui n'en est pas à une outrance près, a encore sévi, et cette fois-ci, selon lui, les Haïtiens mangeraient, je m'aurais mis au conditionnel, des chiens, des chats, et des allégations qu'il a proférées, malgré les précisions du gouverneur, du maire, ou de je ne sais pas quoi, etc. Toujours est-il que, bon. Mais ça, ça, à la limite, Cheita, qu'on s'entende bien, c'est la face visible du truc. Ouais. Parce que ce qui est profondément dégueulasse dans tout ça, c'est pas tant que M. Trump a dit que les Haïtiens bouffent des chiens, des chats. Enfin, c'est même pas des chiens, des chats. Hein. Il a dit, ils mangent les pets. Et en anglais, le pet, c'est l'animal de compagnie. C'est comme si les Haïtiens se mettaient à bouffer des membres de la famille. C'est ça le plus insultant. Bien sûr. Maintenant, après, les Haïtiens mangent peut-être pas des chiens, mais bon, il y a certains qui se sont vantés d'avoir mangé du chat et de même trouver ça bon. C'est un détail. Ce qui est profondément dégueulasse dans tout ça, c'est le fait que l'État haïtien, dans sa forme actuelle, n'ait pas réagi de la manière dont on a pu s'attendre à ce qu'il réagisse. C'est-à-dire, déjà, peut-être intenter une action en justice contre Donald Trump pour mise en danger de la vie d'autrui, parce que ce qu'il a dit est de nature à... D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec les premiers agissements d'éléments d'extrême droite du Ku Klux Klan, c'est de nature à mettre en danger la vie de nos compatriotes victimes de potentiels pogroms. L'État haïtien, à part quelques notes de protestation assez légères, n'a pas intenté d'action en justice contre eux. Ou, en tout cas, je n'ai rien vu qui aille dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'État haïtien, toujours, n'a pas ni invité, encore moins convoqué l'ambassadeur américain en poste à Port-au-Prince pour qu'il puisse venir expliquer ce qu'il se passe dans son pays, dans ce contexte électoral. Alors que on peut tout à fait convoquer ou inviter un ambassadeur à venir expliquer une situation dès lors que, en tant qu'État, on explique que on pense que cette situation n'est pas lisible, n'est pas claire. Ça, je pense que c'est le plus épouvantable. C'est-à-dire que M. Trump ait traité les Haïtiens de tous les noms, enfin, passe encore, il aurait pu dire pire. Le pire, je pense, c'est la réaction de l'État haïtien. Ouais. Bon, alors, je veux bien croire que l'on puisse dire que le pire, c'est la réalité, c'est la réaction de l'État haïtien. Je suis
tenter de demander, pas à toi forcément, mais à nous tous haïtiens, y a-t-il un État haïtien? Oui, il existe l'État haïtien, mais quand il faut mal faire. L'État haïtien existe quand il faut mal faire, quand il faut aller à rebours des idéaux de 1804, l'État haïtien existe. Quand il faut voler, l'État haïtien existe. Quand il faut punir, l'État haïtien existe. Quand il faut sanctionner, quand il faut laisser faire des exactions, des meurtres, l'État haïtien existe. Bien entendu qu'il existe. Maintenant, est-ce qu'il existe, quand est-ce qu'il existe pour bien faire, c'est peut-être là la question la plus importante. C'est la question la plus importante. Me semble-t-il. Oui. Alors, je me demandais, on reste sur le journaliste, parce que je vais retourner avec le citoyen vite fait, on ne va pas te garder ad vitam aeternam, mais puisqu'on t'a, toi qui refuses de répondre aux questions de journaliste, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Profitons-en. Est-ce que pendant ton travail, toutes ces années à informer, parce que des fois tu reçois quand même du monde sur ton plateau. Bon, est-ce qu'il t'arrive de voir passer des petits appels, des petites notes de politiciens ici, parce que tu sais, ils sont prêts à tout pour se vendre, pour montrer comment ils sont beaux, comment ils aiment Haïti, comment ils sont magnifiques, comment ils sont... Voilà. Est-ce qu'il y en a qui te contactent, qui osent, moi je vais mettre le mot ose te contacter pour que tu leur donnes de la visibilité en France, pour qu'ils soient bien vus par l'ambassadeur français en Haïti, par exemple. Ça t'arrive, Robert? Bon, on n'a pas besoin de nom. On est entre journalistes, il n'y a pas de secret. Enfin, pas plus que de raison. En tous les cas, effectivement, comme tous les journalistes, je suis contacté par mail ou par WhatsApp, n'importe où, téléphone, et par machin, chouette ou truc, qui aimerait avoir un petit peu plus de visibilité, bien entendu. Maintenant, après, moi, comme je l'ai toujours fait dans mon boulot, je reçois ça avec beaucoup de circonspection, tout simplement. Et maintenant, je ne vais pas te mentir, si je suis contacté par une personne dont il me semble que cette personne-là peut être une source potentielle d'informations, voire même pour une bonne interview sur le pays, je prends. De toute façon, je ne fais pas spécifiquement d'idéologie, et même ceux à qui je serais tenté de ne pas donner la parole parce qu'on a pu être d'anciens ennemis par le passé. Je pense à un type comme Jean-Bertrand Aristide, par exemple. Là, aujourd'hui, si je devais interviewer le président Aristide pour les besoins de l'information s'agissant du pays, je le ferais sous réserve évidemment qu'il accepte, bien entendu. Ça, il y a pas de problème. Le truc qui menace, c'est la manipulation et le fait de potentiellement être pris en otage. Mais bon, nous tous journalistes, on est confrontés à ça. Ouais. Et c'est à nous de faire attention. Ok, donc ouais, il y en a qui envoient des petits messages pour passer pour ce Philomé, pas poser aux questions ça. Tu as travaillé en Haïti à une époque où on a l'impression que le journaliste faisait un travail important dans la société. Des années plus tard, de loin maintenant, tu regardes, je parle d'Haïti, mais ça on peut regarder dans le monde entier, même en France, là où tu es, l'évolution de ce métier de journaliste, particulièrement en Haïti. Moi, je peux me permettre de faire ce constat pour dire que ça a complètement dégringolé. C'est comme si ça n'avait plus aucun sens. Puisqu'on a dit ça, je suppose que tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait au niveau de la société pour que ces personnes-là qui sont censées accompagner le peuple puissent vraiment prendre en main leur travail et se comporter en tant que tel? Formation, un pays qui va mieux, qui soit mieux payé, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que justement le journaliste en Haïti fasse le travail que toi, tu as fait par le passé, que Jean-Dominique faisait, c'est-à-dire informer, former le peuple, aller avec le peuple, faire des interviews qui permettent d'éclairer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire
Philomé. Parce que en tant qu'haïtien, n'a pas les là tout, parce que nous t'arrêtons vraiment que les choses prennent une autre tournure, parce que ça fait longtemps qu'on ne met le doigt que sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Deux, trois petites précisions. Déjà, toi et moi, on est dans le même lot. Hein. Ouais. Ben si, parce que c'est bien gentil tout ça de te renvoyer. De poser que des questions. Non, toi et moi, on appartient à la même génération de journalistes qui a travaillé dans ce pays dans des conditions assez difficiles, et on se retrouve face à ce constat que tu as dressé. Mais là, une fois qu'on a dit ça, un élément, là je vais peut-être m'exprimer en tant que ancien président de la JHE, l'Association des journalistes haïtiens de l'étranger, et je ne suis plus le président de cette structure, je suis aujourd'hui l'ambassadeur spécial, conseiller de la JHE. Ce qu'on a essayé de faire depuis que cette association a été créée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à cette situation-là que tu mentionnes, à savoir que la presse haïtienne ne semble plus être au rendez-vous de son histoire. Mais là encore, tu remarqueras que je parle avec beaucoup de nuances parce qu'il faut de la nuance. S'il y a une institution en Haïti qui fonctionne tant soit peu, c'est la presse. Et bien entendu, elle fonctionne, on va mettre ça entre 1000 guillemets. Mais on a aujourd'hui, quasiment avec la presse, le seul espace qui nous permet de dire que 1986, ça n'a pas été complètement raté. Donc, on a une liberté de la presse, certains parlent de libertinage. Je déteste ce mot parce que dans leur psyché, si c'est du libertinage, c'est qu'il faut y mettre un frein. Et non-journalistes, enfin je parle pour moi, mais pour toi aussi peut-être un peu, on est radicalement hostile à toute idée de frein à la liberté d'expression, parce que on sait où ça mène en fait. On commence par vous imposer une tenue, on commence par vous imposer les mots, et puis au final, on vous fout un museau, et si vous refusez le museau, vous passez par perte et profit, voire pire. Donc, tout ça pour dire que il faut considérer la chose dans sa globalité. Les journalistes haïtiens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Bien entendu, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'au moment où nous faisons ce constat-là, il y a aussi des gens qui travaillent plutôt bien. On pense au type de Haïbo Post, par exemple, qui font un travail formidable. On pense à des jeunes de Alter Press, qui font un travail formidable. On pense à ceux de Juno 7, par exemple, qui font un travail formidable. On pense à Haïti Enquête d'Action, je crois, qui font un travail formidable. Donc, on ne peut pas, heureusement, mettre tout le monde dans le même panier. Cela étant dit, effectivement, et l'époque étant ce qu'elle est, on a aujourd'hui, par exemple, des jeunes journalistes qui se baladent avec un téléphone portable et qui vont se mettre au carrefour où c'est en train de tirer, et qui vous disent, voilà, maintenant c'est comme ça, la situation, on vous montre la chose telle qu'elle est, etc., etc. Et ils le font avec le sentiment chevillé au corps, hein, d'être utile, de bien montrer la chose, mais en se souvenant d'un truc, peut-être, ou en ne se souvenant pas plutôt d'un truc, c'est que le meilleur journaliste, c'est celui qui reste en vie. Donc, aller au front sans moyens matériels, sans équipement, sans préparation, et faire du journalisme de guerre sans être préparé à faire ça, c'est potentiellement du suicide. Donc, il faut arriver peut-être à faire comprendre à ces jeunes et à ceux qui leur mettent ces matériels-là entre les mains qu'on ne peut pas faire ce journalisme-là dans ces conditions-là sans les équipements nécessaires et la formation nécessaire. Je pense que c'est peut-être un endroit par où commencer. Maintenant, quant à ce qui a à voir avec le rôle de la presse dans le processus démocratique en Haïti en tant que tel, de tout qui n'a pour reprendre l'expression de Pierre-Raymond Dumas, de cette transition qui n'en finit pas. Et je pense que les journalistes qui font leur boulot en Haïti font leur part du travail. Mais
encore une fois, toujours de la nuance. Si Monsieur Barbecue et consorts organisent des conférences de presse, c'est parce qu'on le laisse faire. Moi, directeur de rédaction dans une chaîne à Port-au-Prince, je n'enverrai pas, moi, de journaliste à une conférence de presse de Barbecue. Mais en même temps, j'assume d'être minoritaire, parce que d'autres gens le feraient. La question, c'est comment, par exemple, faire comprendre à un confrère que donner la parole à un terroriste parce que c'est un terroriste, ça peut s'apparenter à de la complicité de terrorisme. Et donc, ça peut relever d'une infraction pénale. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Il faut de la pédagogie pour ça. On ne parle même pas de sanctions, parce que de toute façon, on n'a pas d'outils là au moment où nous parlons pour sanctionner ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut revenir par de la pédagogie à la base, à rappeler l'essentiel, en fait, de notre métier, qui est de raconter, de donner à voir, d'expliquer. Sauf que on est très inégaux par rapport à ça. Entre Marvel Dandin, par exemple, qui a 50 ans d'expérience, ou Hérold Jean-François, et un autre bonhomme qui va se foutre au carrefour de Delma 18 avec son téléphone portable, il y a un monde. Et je suggère que nous tous, on s'y mette par la base, en faisant ce qu'il faut, à savoir déjà commencer par rappeler le cœur de notre métier, l'essentiel. Qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi, décliné au travers des gens, du reportage, de l'analyse, du billet, de la photo, de la satire, de la critique, de la chronique, de l'éditorial. Rappeler que le journalisme, c'est à la fois une technique, mais aussi un art. Et comme tout art, ça se pratique pour pouvoir avoir finalement une forme explosive. Et donc tout ça ne se fait pas comme ça au petit bonheur la chance. Il faudra se donner du temps pour pouvoir reprendre les choses en main. Comment on fait avec les responsables de médias qui courent, parce que la façon d'informer les gens a tellement changé aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On court après des vues, on court après le nombre de likes. Est-ce que tu penses que c'est des choses qu'on devrait prendre en compte, et comment prendre en compte ces choses-là quand on sait que c'est ce qui motive aujourd'hui un patron de médias pour que son média tienne, pour la publicité, pour déjà faire le distinguo entre les journalistes et ce que moi j'appelle les influenceurs. Et j'essaie de lire les deux mots, les ranceurs et les... Tout à fait. ouais, bah oui. Influenceurs, on est d'accord. Faire cette différence-là. Maintenant, on a des patrons de médias qui sont des conservateurs, voire ultra. Mais jusqu'ici, ces gens n'ont pas été challengés, n'ont pas été défiés sur leur propre terrain. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut penser à les challenger un peu, et je pense que quelque part, vous, ici à Haïti Inter, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire apporter, ramener une façon de faire différente. Le fait, par exemple, qu'on ait une interview au long cours, par exemple, et avec, j'espère en tout cas, du contenu, et qui ne soit pas du verbiage, ça participe des choses à apprendre à faire, en fait, à faire. Et maintenant, il n'y aura pas de miracle. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Il n'y aura pas de miracle. Et parce que nous sommes encore une société qui se tâte, qui se cherche et qui se retrouve bousculée, notamment par ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, en Haïti, on est capable de s'endetter pour pouvoir se payer des unités de téléphone, alors même qu'on n'aurait pas à manger, par exemple. Wow. Et c'est comme ça, parce que voilà. Donc on part de loin, mais encore une fois, on peut travailler. Et je serais même tenté de dire on va travailler, mais bon, je ne suis pas là pour lancer des slogans. On peut travailler pour faire en sorte que les choses soient différentes. Moi, je ne sais pas si on pourra parler de toi avec Philomé Robert. On a déjà dit pas mal de choses. Et d'autant qu'il y a un livre à lire. Bon, alors, je suis désolée, l'auteur, M. Philomé Robert, a oublié de me ramener le livre, donc je ne peux pas vous le présenter là directement. Moi, je dis tout aux gens. mais, n'allez pas me dire, c'est parce que vous n'avez pas vu le livre, que je ne l'ai pas en main, que vous n'avez pas l'acheté.
allez lire le livre Vagabondage éphémère de Philomé Robert. Vous verrez toute la complexité de l'humain dans cette affaire, surtout s'il s'agit d'un Haïtien. Pour autant, il n'y a jamais la bonté trop loin, il y a l'amour de la patrie qui peut se transformer en plein de choses, en colère. Il y a les femmes, elles sont toujours présentes, elles sont importantes parce qu'elles sont très présentes en Haïti à tous les niveaux. Donc c'est normal que dans un roman comme Vagabondage éphémère, on les retrouve, quelle que soit la façon dont elles sont présentes, elles ont leur place. N'allez pas vous fâcher quand vous lirez ce livre, parce que moi, j'ai ma petite idée, parce qu'on a maltraité quelques-unes. J'ai pas parlé de la femme exprès, j'ai pas parlé de la femme de Gabriel, parce qu'il y aurait trop à dire, trop de procès à faire à Philomé. En tout cas, nous avons été très, très, très contents de pouvoir parler de Vagabondage éphémère, mais c'était aussi l'occasion de le coincer, notre journaliste, pour qu'il nous parle de ce qu'il comprend de notre réalité. On n'a pas parlé de tout, il reviendra. Tu reviendras. Totalement. Tu reviendras à parler d'autres choses. Si on m'invite, oui, bien sûr. Bah alors pourquoi on ne t'inviterait pas? C'est quoi cette affaire? Non, mais tu reviendras. En tout cas, je te dis merci, Philomé, parce que je pense qu'avec je ne dis pas d'a priori sur le livre, avec toutes mes questions, toutes mes remises en cause, tu as pu quand même me rassurer et dire ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Ouais, il n'a pas fait le grand éclat de rire qu'on aime bien, mais oui, c'est vrai qu'il voilà, ça y est, c'était presque là. En tout cas, merci Philomé. Merci. Lisez ce livre Vagabondage éphémère que vous trouverez chez... Alors, sur commande, auprès de votre libraire, sur Amazon, sur toutes les plateformes de vente en ligne de livres, et dans toutes les librairies des Antilles, Guyane, enfin partout, quoi. Et la 3e édition de Exil Alors, Exil au crépuscule, 3e édition, je suis en train d'y travailler. Je cherche d'ailleurs un post-facier ou une post-facière, donc avis aux amateurs. D'accord. Et le prochain roman, c'est pour quand? Et très très bonne question. Le prochain est censé sortir l'année prochaine. Et je raconte l'histoire de nos compatriotes qui sont partis en Afrique au début des années 60, après les indépendances africaines, pour former les premières générations d'Africains. Ce sera un roman? Ce sera un roman, oui. Et après, on a de vrais personnages de ce roman qui existent dans la vraie vie. Je pense à quelqu'un comme Daniel Talleyrand, par exemple, qui a été doyen de la faculté de médecine de Lubumbashi, par exemple, qui a formé des générations de médecins africains, qui a soigné, je ne sais pas combien de quantités de Congolais. Et ça sera pour moi une façon de raconter la contribution d'Haïti à ce continent. Merci Philomé Robert. Merci à toi. Merci à vous qui allez regarder cette émission. Pensez à toujours vous abonner à notre chaîne Haïtien-Terre. C'est l'heure de la pub. Et puis suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Merci à mon équipe qui s'est trouvée un petit peu plus loin d'où elle devrait être parce qu'ils sont tous malades. Donc ils nous ont laissés dans cet espace tous les deux justement pour ne pas nous contaminer. Donc merci à vous qui avez regardé et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao.